Alors, on reprend et on va commencer notre examen du problème des universaux. Je vais suivre en gros l'ordre de présentation que propose Armstrong dans son livre, en envisageant une première sous-classe de théorie qu'il appelle les formes extrêmes de nominalisme. Pourquoi est-ce qu'il y a un rasoir ici? Parce que vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, qui n'est en fait pas vraiment le rasoir d'Occam, mais c'est une image célèbre chez les philosophes, qui était un nominaliste célèbre qui pensait qu'il fallait supprimer les entités dont on n'a pas besoin, et en particulier, évidemment, les universaux. Alors, on va s'intéresser à trois formes de nominalisme dit extrêmes. Ça va s'opposer au nominalisme de la ressemblance, okay, ici. Nominalisme des prédicats, conceptualisme et nominalisme des classes. On commence par le nominalisme des prédicats. Peut-être on aura le temps de finir ces trois types de nominalisme aujourd'hui. Vous allez voir que les problèmes qui se posent ne sont pas exactement les mêmes, mais qu'il y a un certain nombre de problèmes communs à ces théories. Qu'est-ce que c'est que le nominalisme des prédicats? On se demande ce que Arnaud et Claire et Jessica ont en commun. Donc, ce sont des êtres humains. D'après le nominalisme des prédicats, être un être humain, c'est juste un prédicat. C'est une entité, un prédicat, donc c'est une entité linguistique, d'accord? C'est un certain type de mot qui est complété par un nom pour faire une phrase. Et ce qui fait que Arnaud, Claire et Jessica sont des êtres humains, c'est que dans le jargon philosophique, ils tombent sous le même prédicat. Ça veut dire quoi, tomber sous le même prédicat? Ça veut dire que Claire est un être humain en vertu du fait qu'il est vrai de dire de Claire que c'est un être humain. Jessica est un être humain en vertu du fait qu'il est vrai de dire de Jessica que c'est un être humain. Et Arnaud est un être humain en vertu du fait qu'il est vrai de dire d'Arnaud que c'est un être humain. Ça, c'est la version nominaliste qui est la plus proche de la notion de l'idée de nominalisme comme un nom. D'accord? Parce que vous dites bien que différentes choses partagent un même nom. Okay? Tombent sous le même prédicat. Hein? C'est pour ça c'est en un sens la version la plus immédiate de nominalisme. D'accord? Nominalisme au sens le plus strict du terme. Si vous acceptez cette théorie-là, vous pensez que ce que nous on appelle, enfin je dis nous, voilà, je mets mon truc sur la table, moi je suis un réaliste, je pense qu'il y a des propriétés. Et je pense aussi qu'il y a des universaux, même si c'est pas ma seule... j'ai des réserves sur certains. Mais ceux qui sont réalistes vont dire que, ceux qui sont nominalistes des prédicats vont dire que ce que nous autres réalistes nous appelons des propriétés, c'est juste les ombres projetées, j'ai dû mettre un joli dessin, ouais, les ombres projetées des prédicats. Donc on a l'impression qu'il y a des propriétés, comme des couleurs, des sons, des êtres humains, etc. Mais tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on projette sur la réalité nos prédicats linguistiques. D'accord ? Tout ce qu'il y a, ce qui nous permet de grouper différentes choses ensemble, c'est le fait que linguistiquement, on les appelle de la même façon. On les dénomine ou on les fait tomber sous le même prédicat. C'est tout ce que les choses ont en commun, rien de plus que ça. Donc c'est une forme très forte de nominalisme qui repose crucialement sur le langage. Bien. J'en reste là pour la présentation de la théorie. Et peut-être avant de vous dire maintenant les objections qu'Armstrong avance, peut-être vous avez des réactions sur cette théorie-là. Si je vous dis, ben voilà, qu'est-ce qui fait que deux choses ont quelque chose en commun, sont d'un même type, c'est juste le fait qu'elles tombent sous le même prédicat, on leur applique le même terme. Est-ce que vous voyez des problèmes potentiels se profiler pour ce type de théorie? Vous êtes tous convaincus d'emblée par la vraisemblance du nominalisme? Oui, Michel. On pourrait se tromper, tout simplement, en nommant quelque chose par rapport à un aspect et en fait mal le nommer. Ouais. Donc supposez on invente un nom qui colle mal. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire des sciences. Hein. On s'est trompé sur le fait que les requins étaient des mammifères. Vous pouvez mal classer les choses et vous pouvez découvrir après coup qu'en fait il y a différents types de choses. D'accord ? Oui, la jade et le néphrite, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais différents types de pierres, on a l'impression que c'est un seul type, puis en fait on découvre que c'est deux types différents. Ou j'invente un nouveau nom. Je vais inventer un nouveau prédicat maintenant, être blurb. Et ça veut dire quoi être blurb? Ça veut dire avoir un t-shirt d'UNIF et porter un prénom russe en 3 syllabes. Okay. Donc on a
une personne ici qui exemplifie la propriété, mais il y en a quelques autres, d'accord? Puis on dit, ben ça c'est un nouveau type de propriété, ok? Un nouveau type de chose. Mais est-ce que juste parce que j'ai construit un nouveau prédicat, j'ai vraiment désigné quelque chose de pertinent? Là, vous voyez que c'est une convergence de choses qui est complètement fortuite. Porter un t-shirt d'UNIF, porter un prénom russe et un prénom qui a trois syllabes, c'est pas quelque chose qui vous permet d'identifier un type d'objet. Si je fais une théorie scientifique maintenant en disant les blurbs, c'est vraiment des entités fondamentales, vous êtes absolument fondamental par ailleurs, mais pas en tant que blurb dans cette théorie-là. D'accord? Donc vous pouvez construire des propriétés qui ne répondent pas à des distinctions importantes dans la nature. Donc ça, c'est un premier doute sur cette théorie-là. Armstrong va converger dans votre sens, Michel, mais il va aussi avancer deux autres types d'arguments qui sont des types de régression. Je vous présente la première. D'après la théorie, la neige est blanche et la nappe est blanche. Pourquoi? Parce que la neige tombe sous le prédicat est blanche et la nappe tombe sous le prédicat est blanche. Okay. J'aurais dû l'écrire comme ça parce que là c'est un peu inexact comme j'ai mis ça sur la diapo. Mais pourquoi est-ce qu'on a deux objets qui sont blancs? Parce qu'ils tombent sous le même prédicat. Okay. Maintenant, la première objection d'Armstrong, c'est de dire, ouais, mais regardez, dans les prédicats, donc on parle du nom, du langage maintenant, on parle des noms ou des mots. Dans les prédicats, il y a la même distinction entre les types et les occurrences. Autrement dit, dans la neige est blanche, vous avez une première occurrence du prédicat est blanc. Et puis dans la nappe est blanche, vous avez une deuxième occurrence du prédicat est blanc. Donc vous avez deux occurrences d'un même prédicat. Comment vous faites pour rendre compte du fait que c'est deux occurrences d'un même prédicat? On parle des mots maintenant, d'accord? Donc on voit bien le mouvement des nominalistes qui dit oh, c'est pas qu'il y a des propriétés dans les choses, c'est qu'on les nomme de cette façon. Très bien, dit Armstrong, je vous accorde ça. Mais maintenant on parle du langage. Vous avez différents mots qui ont différentes occurrences, et vous avez parfois le même mot qui a différentes occurrences. Qu'est-ce qui fait que le même mot peut avoir différentes occurrences? Pourquoi le prédicat, cette occurrence du prédicat est blanc, la première, c'est l'occurrence d'un même prédicat que la seconde. Parce que le prédicat, ce serait quelque chose d'au-dessus des occurrences, que partageraient les occurrences. Et à ce moment-là, vous avez le retour des universaux par la porte de derrière. Okay. La manière dont Armstrong dit ça, et il a une belle image, je crois que je l'ai mise ici, il dit, en fait, vous avez ce problème de savoir comment deux choses numériquement numériquement distinctes, partagent quelque chose. Si vous passez au niveau du langage, vous le retrouvez au niveau du langage, cette chose-là. Comment deux occurrences d'un mot, pourquoi est-ce que deux occurrences d'un mot sont deux occurrences du même mot? Okay. Parce qu'il y a une forme, les deux occurrences tombent sous les deux prédicats, les deux mots tombent sous le même troisième mot qu'il y a au-dessus, et puis vous pouvez continuer comme ça. Autrement dit Armstrong, voilà, j'ai mis mon truc, le nomelliste des prédicats a écrasé la bosse du tapis pour la voir réapparaître ailleurs. Okay. Donc il veut se débarrasser des universaux, il appuie un peu, puis il dit, on va mettre ça au niveau du langage, ça va résoudre tout ça, mais en fait, le même problème réapparaît au niveau du langage. Vous avez dans le langage aussi différence numérique des occurrences et identité de type. Okay. Et puis là, vous pouvez très bien dire, si vous pensez qu'il y a les deux occurrences du terme blanc se ressemblent parce qu'elles tombent sous un même universel, vous avez vu réapparaître les universaux ici. D'accord ? Vous voyez le premier problème là, hein. Donc, ce n'est pas parce que vous déplacez les choses dans la tête ou dans le langage que vous vous êtes débarrassé des universaux. Cette théorie-là, d'après Armstrong, elle implique qu'il y a des universaux, mais ils sont tous linguistiques. Très bien, mais ça reste des universaux. Ça reste des entités qui sont telles qu'elles sont numériquement identiques, qu'elles sont répétables, qu'elles peuvent être retrouvées dans différentes instances. Simplement, les instances ici, elles sont linguistiques. Oui. Je n'ai pas très bien compris. Donc, ça c'est le monde, ici. D'accord ? Monde, langage. On veut savoir ce que ces deux carrés, supposés que ce soit exactement les mêmes, ont en commun. D'accord ? On est nominaliste, on ne veut pas supposer qu'ils ont une propriété commune. On dit, c'est facile. Ce carré-là, il tombe sous le prédicat carré. Je mets les prédicats entre guillemets. Puis ce carré-là aussi, il tombe sous le prédicat carré. D'accord ? C'est pour ça que c'est deux carrés, c'est parce qu'ils tombent sous le même prédicat. Ça, c'est la version du nominaliste des prédicats. Arrive Armstrong qui dit, ouais, il tombe sous le même prédicat. Doucement, parce que ça veut dire quoi le même prédicat? Là, on a deux occurrences du mot carré. On a une première occurrence du mot carré, puis on a une deuxième occurrence du mot carré. Pourquoi ces deux occurrences du mot carré, on va dire que c'est des occurrences d'un même mot? Ça, c'est la question. Vous voyez, on reproduit au niveau du langage la question qu'on posait ici. Si vous n'avez pas de réponse à ça, vous n'avez pas expliqué pourquoi ces deux choses-là sont des carrés, parce que
c'est deux mots différents. Donc il faut expliquer pourquoi ces deux mots différents sont un même mot. Donc vous pouvez passer dans le métalangage et dire ah mais c'est facile, ces deux mots carrés, c'est un même mot. Pourquoi? Parce que on nomme ce même mot par un autre mot. Par exemple, vous mettez des guillemets autour des guillemets, ça c'est ce qu'on fait quand on veut nommer des mots. On dit les deux mots carrés, ben on les appelle carrés. Je fais ça n'importe comment. Mais même si vous donnez des noms, aux mots, okay, si vous labellisez les mots ici, ben vous allez avoir le même problème qui va se reproduire, parce que vous avez plusieurs occurrences du mot carré entre guillemets, ici cette fois, et puis etc. Vous voyez mieux l'idée maintenant? Ouais. Hein? Donc c'est pour ça qu'il parle de boss que vous déplacez sous le tapis. C'est pas parce que vous passez au niveau linguistique que vous avez résolu la question de savoir comment deux choses numériquement distinctes peuvent avoir la même propriété. Okay? Vous avez effectivement gagné quelque chose, cela dit. C'est pas, vous avez effectivement dit tous les universaux, si c'est ça, ils vont être linguistiques. Hein? Mais ça reste des universaux. Et ça, pour un vrai nominaliste, c'est pas parce que c'est linguistique qu'on peut se frotter les mains et dire c'est terminé. Parce qu'on ne veut pas d'universaux du tout, même linguistique. Ça va? Bien, alors ça c'est la première objection d'Armstrong, la bosse sous le tapis. Est-ce que je vous fais la deuxième objection? Je l'ai mise optionnelle ici. Je vais vous en faire grâce parce que ça va être un peu compliqué. Pourtant j'avais fait des beaux dessins. Je ne sais pas si je vous la fais, c'est pas juste parce que mes dessins sont beaux ou parce qu'on en aura besoin après. Non, je pense que ça va. Donc, retenez juste la première objection. Je vous laisse la deuxième qu'on peut discuter, puis vous pouvez relire Armstrong si vous êtes curieux. Et puis, je viens à la troisième objection, qui était l'objection de Michel tout à l'heure. C'est l'intuition réaliste qui est de dire que les étoiles, les planètes, les éléphants, les dinosaures et plein d'autres choses ne nous ont pas attendus pour être d'un même type. Il n'a pas fallu qu'on introduise le mot dinosaure pour que les dinosaures aient plus en commun entre eux qu'un dinosaure est en commun avec une feuille de figuier, par exemple. Le fait qu'on groupe certaines choses ensemble, ça vient du fait que les choses, elles ont quelque chose en commun. Ce n'est pas juste nous qui décidons d'appeler les choses librement comme ça. Ça, c'est l'intuition réaliste d'Armstrong. Ce n'est pas parce qu'un électron tombe sous le prédicat « être un électron » qu'il est un électron. Avant qu'on ait découvert les électrons, avant qu'on ait le mot électron, ils avaient déjà quelque chose en commun, les électrons, qui faisaient d'eux des électrons. Donc c'est une forme très forte d'anti-réalisme, dans le sens où on pense que la manière dont on catégorise la réalité va définir les catégories dans la réalité. Et ça doit vous rappeler, pour ceux qui ont suivi les cours d'histoire de la philosophie, ça vous rappelle un type de pensée qui est très kantien. Chez Kant, vous avez cette idée que ce qui fait qu'il y ait certains points communs dans la réalité, qu'il y ait des choses qui sont dans des relations causales, dans des relations spatiales, etc., c'est juste la manière dont on conceptualise la réalité. Il se trouve pour Kant qu'on conceptualise tous de la même façon la réalité, parce qu'on a les mêmes catégories a priori de l'entendement et de l'intuition. Vous pouvez relâcher ou non cette hypothèse, mais c'est cette idée générale qu'il n'y a pas de groupement dans le monde indépendamment des groupements que nous y introduisons. Et la position du réaliste en opposition à ça, c'est de dire non, justement, il y a des groupements dans le monde avant nous, et c'est pour ça qu'on peut se tromper, comme vous disiez tout à l'heure, Michel. C'est pour ça qu'on peut se tromper si vous mettez dans la classe des mammifères les vers de terre, ben, c'est une erreur, d'accord, parce qu'ils n'allaitent pas leurs petits, puis qu'il y a une classe ici de choses, d'êtres vivants qui partagent un certain nombre de propriétés. D'accord. Bien, voici ce que dit Armstrong à ce sujet ici, qu'elle mérite d'être très claire. Comme toujours. Les grands négateurs des propriétés et des relations sont de deux sortes. Ceux qui donnent foi aux prédicats et ceux qui font appel aux ensembles. Nous, on parle des prédicats ici. Le recours aux prédicats a été, je suppose, encouragé par le grand tournant linguistique ainsi que son espoir de résoudre les problèmes philosophiques par ascension sémantique. L'ascension sémantique, c'est ça. Okay. Tournant linguistique, on en parlait beaucoup au XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, où on pense que l'étude du langage va permettre de résoudre la quasi-totalité des problèmes philosophiques, sous l'impulsion notamment de Wittgenstein. Ce tournant nous a donné quelques intuitions importantes au prix d'une mauvaise orientation fondamentale de l'énergie philosophique. Pour se rendre compte du caractère tout à fait peu plausible des tentatives d'esquiver les propriétés au moyen des prédicats, okay, il n'y a pas de propriétés, il y a juste des prédicats,
il est peut-être suffisant de considérer un cas où la propriété d'une chose change. Une chose froide devient chaude. Pour celui ou celle qui accorde sa foi au prédicat, c'est d'abord une question qui concerne le fait que le prédicat froid, ou son équivalent sémantique, s'applique à ou devient vrai d'un objet, et qui concerne ensuite le fait que le prédicat chaud devient applicable après que froid ait perdu son applicabilité. Les propriétés dans l'objet ne sont rien d'autre que les ombres métaphysiques projetées sur cet objet par les prédicats. Mais qu'est-ce que les prédicats ont à voir avec la température de l'objet? Les changements dans l'objet pourraient s'être produits même si les prédicats n'avaient jamais existé. En outre, le changement est quelque chose d'intrinsèque à l'objet et n'a rien à voir avec la façon dont l'objet se relie au langage. Je crois qu'il faut être très atteint de ce que l'on peut appeler l'idéalisme linguistique pour voir dans les prédicats des bons substituts aux propriétés. Okay. Ça, c'est dans un autre article d'Armstrong. Donc, vous voyez l'idée, si vous êtes un nominaliste des prédicats, là c'est encore un argument un peu différent, mais substantiellement qui revient à l'argument, à la troisième objection que vous avez présentée. Si vous pensez que toutes les propriétés sont juste des ombres projetées des prédicats, dès que vous avez un changement dans le monde, eh ben, c'est que vous avez un changement dans les prédicats qui s'appliquent. Je suis en train de bouger. Qu'est-ce que c'est pour moi que bouger? C'est qu'il y a le prédicat être là, être là, être là qui devient vrai de moi à différents instants. Okay. Ça paraît très bizarre. Pourquoi ça paraît très bizarre? Parce qu'il ne semble pas que le fait que je bouge ait quoi que ce soit à voir avec la manière dont on décrit mon mouvement. D'accord. Bien, donc ça c'est la seconde objection au nominalisme des prédicats. Est-ce que je vous parle? Donc ça c'est la première version de nominalisme. Oui, je vais vous parler du conceptualisme brièvement. Est-ce que vous avez des questions sur le nominalisme des prédicats? Parce qu'on n'en reparlera plus après. Donc il y a les deux grandes objections. Première objection, la bosse sous le tapis. Finalement, ça ne résout pas le problème des universaux. Ça déplace tous les universaux au niveau du langage, mais il en reste dans le langage. Donc on n'est pas des nominalistes. Deuxième objection, c'est un peu fort de café de penser que les seuls groupements légitimes dans la réalité soient juste des groupements qu'on peut définir arbitrairement par l'introduction de prédicats. Ça va? Alors, seconde version, c'est de plus faire appel au prédicat, mais au concept. Okay. On va dire qu'un objet a la propriété d'être f, si et seulement si, il tombe sous le concept f. La seule différence avec le nominalisme des prédicats, ici, c'est qu'on a remplacé les prédicats par des concepts. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que c'est que la différence entre des prédicats et des concepts? Même chose? Un prédicat, un concept? Non? L'idée en général, c'est qu'un concept, ce n'est pas forcément une entité linguistique. Vous pouvez avoir, c'est une entité qui est mentale. Certains pensent qu'il y a des concepts en dehors de l'esprit, comme Frege, mais en tout cas, c'est une entité qui nous permet de classifier les choses, mais ce n'est pas juste un mot. D'accord? Les prédicats sont des entités linguistiques et les concepts sont des entités mentales. Okay? Donc ce que vous dites si vous êtes un conceptualiste, et non plus un nominaliste des prédicats, c'est que ce que vos adversaires réalistes appellent des propriétés, c'est juste des projections de leurs concepts. Okay? On n'a pas forcément les mots pour ces concepts, ni les mêmes mots pour ces concepts, mais en tout cas, c'est eux qui délimitent des groupes de choses dans la réalité. Un des intérêts de passer par les concepts, c'est que si vous vous appuyez sur les prédicats, vous avez du mal à rendre compte d'un problème classique, qui est celui de la traduction. D'accord ? Si vous êtes allemand, que vous voyez un chien, vous dites Hund, nous on dit chien. Il semble qu'on ait le même concept de chien à travers les langues, et pourtant on n'a pas les mêmes mots. Okay ? Donc l'avantage des concepts, c'est d'éviter de multiplier. Évidemment, si vous êtes un nominaliste des prédicats, vous devez dire, ah ben ouais, il y a des chiens, puis il y a aussi des Hund, puis pourquoi est-ce que ce serait la même chose, puisqu'on applique différents mots à ces classes d'entités. Pour le conceptualiste, au moins, on résout ce problème-là. Et puis Armstrong va faire sensiblement les mêmes objections ici qu'au nominalisme des prédicats. Donc je ne reviens pas. Les mêmes régressions sont le cas. Ici, en fait, vous avez des universaux qui ne sont plus dans le langage, mais qui sont dans l'esprit. C'est l'objection de la bosse sous le tapis. Et puis, vous avez toujours l'objection de l'idéalisme conceptuel. La réalité ne nous a pas attendu pour avoir des choses en commun, même sans nous. Qu'est-ce que j'ai mis? 2 marraines d'Oléron, des huîtres. D'après cette notion, cet idéalisme conceptuel, elles n'ont rien en commun avant qu'on les fasse tomber sous un même concept, avant qu'on y pense. Mais quand elles étaient tranquilles dans la mer avant qu'on s'approche, elles étaient déjà les deux des marraines d'Oléron.
En tout cas, c'est ainsi que le réaliste voit les choses. Réaliste en un sens minimal ici, qui ne veut pas dire celui qui croit dans les universaux, mais qui veut dire ceux qui pensent que dans la réalité, il y a des groupements avant que nous n'intervenions. D'accord ? Il y a des bons et des mauvais groupements indépendamment de notre intervention. Ok, j'ai été vite sur le conceptualisme. Est-ce que ça va ? Vous voyez que c'est juste une petite variation. On a juste remplacé les prédicats par des concepts. Ça fait pas un changement énorme. Justement, il peut y avoir des mauvais groupements sans notre intervention. Donc ça va être un peu la conclusion de ce premier chapitre. Si vous êtes un réaliste dans le sens minimal que je viens de dire, vous pensez qu'il y a des bonnes et des mauvaises façons de grouper les choses. Et ce qui les rend bonnes et mauvaises, c'est la façon dont les choses se ressemblent ou c'est quelque chose qui a trait à la réalité. Donc si je mets ensemble dans un grand sac, si je prends la moitié de cette table, un de vos cheveux, et puis le premier vers d'un poème de Baudelaire, je mets tout ça ensemble avec une queue de dinosaure, allez hop, je mets tout ça ensemble, et puis je donne un nouveau nom, Smorglub. On a l'impression que c'est une catégorie complètement factice, ici. Okay. Tandis que si je prends toutes les coccinelles, et seulement les coccinelles, que je les mets dans un grand sac, là, ce n'est pas une catégorie factice, d'accord ? C'est une bonne catégorie qui correspond à une vraie différence dans la réalité. Okay ? Si vous croyez à ce type de différence-là, c'est difficile d'en rendre compte si vous êtes un nominaliste des prédicats ou un nominaliste des classes. Parce qu'à l'arrivée, tout ce qui va compter, c'est est-ce que vous avez les mots ou est-ce que vous avez les concepts. Mais vous pouvez avoir les mots et les concepts pour ces trucs très bizarres, quoi. Hein, il suffit d'inventer un mot, peut-être les concepts, il faut inventer une histoire psychologique un peu plus compliquée. Mais vous ne pouvez pas distinguer entre les bonnes et les mauvaises manières de grouper les choses. Est-ce que ça va ? Hein, donc l'idée, c'est que souvent, enfin, ce n'est pas la seule idée, mais une partie de l'idée, c'est que dans le progrès des sciences, souvent, on corrige les mauvaises classifications. D'accord ? On a fait des groupements, on se rend compte que ce n'était pas un bon groupement, que tel être vivant n'était pas un mammifère, ou qu'au contraire, c'était un mammifère, et on corrige parce qu'on pense qu'il y a une bonne manière de classifier. Okay ? Si vous accordez du crédit à cette idée qu'il y a des bons et des mauvais groupements dans le progrès des sciences, c'est difficile de faire ça si vous pensez que n'importe quel groupement est bon pour la seule raison qu'on l'a fait, par exemple. Okay ? Ça, c'est l'intuition réaliste derrière ça. Ça va ? Alors, jusqu'ici, on s'est appuyé sur des mots ou des concepts pour grouper les choses. Mais on a une autre forme de nominalisme qui est le nominalisme des classes. Donc là, on introduit un nouveau type de concept qu'on appelle les classes. Ça vient directement de la théorie des classes que vous avez étudiée très certainement en mathématiques. On ne va pas vraiment faire de théorie des ensembles ici ou théorie des classes, simplement s'appuyer sur l'idée que vous pouvez construire la classe de tous les événements, tous les étudiants de cette salle, de toutes les chaises de cette salle, de tous les pieds de chaise de cette salle, de tous les objets de cette salle, etc. Les classes, vous pouvez les construire tant que vous voulez. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être d'un certain type pour le nominalisme des classes? Ça veut juste dire être membre d'une certaine classe. Okay. Donc, partager une propriété, c'est juste être membre de la classe. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la propriété d'avoir des lunettes? Ben, c'est être membre de la classe des gens qui ont des lunettes. Voilà, c'est juste ça, avoir des lunettes. Qu'est-ce que c'est qu'être blond? C'est être membre de la classe des blonds, etc. etc. Donc il n'y a rien de plus que des choses et des classes. Hein, on est toujours nominaliste, il n'y a pas d'universaux. Donc on utilise la théorie des ensembles. Qu'est-ce que c'est qu'un électron? C'est rien d'autre que d'être membre de la classe des électrons. Alors il y a un certain avantage à cette théorie-là. Et on va voir qu'en fait, beaucoup de nominalismes développent cette théorie. Enfin, la raffinent, dans le sens où ils vont introduire des contraintes supplémentaires, mais la plupart pensent que ça ne suffit pas de dire ça. Premier élément important, c'est que les classes elles-mêmes, ça c'est un point sur la métaphysique des classes, ou l'ontologie des classes, les classes elles-mêmes, elles ne sont pas répétables, d'accord? Donc la classe de tous les étudiants dans cette pièce, ce n'est pas quelque chose qui a plusieurs exemplifications ou plusieurs instances. Les classes, on admet d'emblée que ce sont des choses qui sont particulières. Donc ce ne sont pas des universaux. Ce sont des entités abstraites, dit-on en général, mais en tout cas, ce ne sont pas des universaux. Okay. Pourquoi est-ce que c'est des entités abstraites? Parce qu'il y a tous les étudiants dans cette salle, plus il y a la classe de tous les étudiants dans cette salle. Nous, on est dans la salle, la classe de nous tous, elle n'est pas dans cette salle, c'est une entité mathématique qui représente les étudiants dans cette salle, ou qui contient les étudiants dans cette salle, mais sans être elle-même localisée
dans l'espace ou dans le temps. En tout cas, c'est la théorie standard des classes ou des ensembles, dire que c'est des entités abstraites mais non répétables. Donc ça va éviter... Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que précisément, à cause du problème de la régression là, quand vous utilisez les prédicats ou les concepts, vous avez les universaux qui reviennent par la classe de derrière. Parce que la distinction entre les occurrences et les types, elle existe pour les mots et elle existe pour les concepts. Mais ce n'est plus le cas avec les classes. Okay. Qu'est-ce que c'est maintenant pour deux choses, pour deux tasses d'être des tasses? C'est d'appartenir à la classe des tasses. La classe des tasses, elle est particulière. D'accord? Vous n'avez pas différentes instances de cette classe. Donc vous évitez ce problème de la bosse sous le tapis. Okay. Autre avantage de cette théorie, par rapport au doute anti-réaliste qu'on avait précédemment, c'est que si vous acceptez les classes, vous pensez que les classes, elles ont toujours été là. Ce n'est pas nous qui avons introduit les classes. D'accord? À partir du moment où vous avez des objets, vous avez des classes d'objets. Ce n'est pas les hommes qui introduisent les classes, c'est juste quelque chose qui vient gratuitement si vous acceptez cette ontologie des classes. S'il y a Maël et s'il y a Maureen, il y a la classe de Maël et Maureen. S'il y a Maël, il y a aussi la classe qu'on appelle la classe singleton qui contient Maël uniquement comme élément. Okay. Tout ça, ça vient tout seul, pour ainsi dire. Donc toutes les classes possibles, tous les classements possibles existent naturellement. Je dis naturellement entre guillemets parce que, comme je l'ai dit, c'est des entités abstraites, les classes, qui ne sont pas dans l'espace et dans le temps. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de nous de les introduire. Donc supposez maintenant que vous ayez cette ontologie-là. Vous dites, c'est facile, il y a la réalité. Et puis toutes les combinaisons d'objets, elles constituent une classe. Donc, ne me reprochez pas à moi de ne pas être réaliste. Au contraire, j'accepte toutes les combinaisons d'objets. Okay, donc, la classe des dinosaures, elle existait avant que j'introduise le mot dinosaure. Donc oui, bien sûr qu'il y avait des dinosaures avant qu'on parle de dinosaures. Ça, c'est la réponse à la nominaliste des classes à l'objection, la seconde objection d'Armstrong. Bien, donc ça, c'est les deux avantages du nominalisme des classes. Est-ce que vous arrivez à voir maintenant pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas vraiment suffire, en tout cas si on a une vision un peu plus robuste du problème des universaux? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que tout ce que nous avons en commun comme être humain, c'est d'appartenir à une même classe? Oui. Les classes vont se superposer, puis il va y en avoir beaucoup trop, non? Oui, c'est ça. Le problème, c'est que cette fois, on a trop de classes maintenant. Quand vous aviez des mots pour grouper les choses, vous n'en aviez pas assez, parce qu'il n'y avait pas le mot dinosaure à l'époque où il y avait des dinosaures. Et pourtant, les dinosaures avaient quelque chose en commun. Avec cette théorie-là, il y avait bien la classe des dinosaures à l'époque des dinosaures, mais il y avait aussi la classe des dinosaures avec les pingouins, même si les pingouins n'existaient pas encore, les pingouins qui existeront plus tard, la classe des dinosaures avec une molécule d'eau, etc. Et toutes ces mauvaises classes-là, elles étaient là aussi. Donc à l'arrivée, que vous n'ayez pas cette classe ou que vous en ayez trop, vous avez un problème commun, qui est que vous ne pouvez pas faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises, les bons et les mauvais groupements. Okay? Pour le nominaliste des classes, tout groupement est bon. Et ça, c'est trop. D'accord ? On veut savoir quels sont les bons groupements. Oh là, attendez, est-ce que je vous parle de ça maintenant? Non. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça là? Ouais, c'était par rapport à l'autre objection. Excusez-moi, j'avais oublié que j'ai mis ça là. Et je vais juste libre. Il faut que je vous enlève tout ça. Voilà, c'est cette objection-là que je voulais mettre. On peut mettre ce qu'on veut dans une classe. Et donc, ça implique que vous ayez que n'importe quel groupement de choses soit légitime. Okay. Donc, si vous êtes un nominaliste des prédicats, vous êtes anti-réaliste, il n'y a pas assez de types. Ici, vous êtes en un sens hyper réaliste. Vous avez trop de types de choses, autant qu'il y a de classes. Okay. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est une forme d'intermédiaire, de dire il y a des bonnes manières de grouper des choses et des mauvaises. Et ça ne dépend pas de nous. D'accord ? Ça, vous ne pouvez pas l'avoir avec le nominalisme des classes. Hein. Donc ça, c'est la première objection au nominalisme des classes. Je vous fais un exemple de ce que c'est qu'une bonne classe et ce que c'est une mauvaise classe. Je vais juste sur la diapo, mais je viens de vous en dire. Voici une bonne classe.
c'est une classe qui contient que des pangolins. C'est une très bonne classe, parce que les pangolins, c'est un super animal. Voici une mauvaise classe. Je prends ensemble une queue de pangolin, le cervin, le chapeau de Napoléon et Tati Daniel. Okay. C'est une classe parfaitement légitime, d'accord ? C'est une classe, d'accord ? Mais on voit bien que cette classe, elle est complètement arbitraire, d'accord ? Si vous êtes juste un nominaliste des classes, vous n'avez pas de raison de dire ça d'accord, ça pas d'accord. Okay. Donc vous avez tous les classements parfaitement arbitraires qui sont tout aussi légitimes dans votre théorie. Okay. Je cherche juste, est-ce que j'ai mis la traduction d'Armstrong là-dessus. Voilà, c'est ça. Vient alors une difficulté vraiment importante, dit Armstrong, dans la corrélation des types et des classes. Est-il le cas que pour chaque classe, il existe un type, son propre type spécial, qui a cette classe pour extension? L'extension d'un type est la classe de toutes les choses, et seulement elles qui sont les occurrences de ce type. Okay, donc un type de chose et la classe de choses en question, on fait l'hypothèse que c'est la même chose. Il y a peu de raisons de penser que vous pourrez toujours trouver un tel type. Le problème provient ici de l'ubiquité absolue des classes. N'importe quelle chose, n'importe quelle entité, de n'importe quelle sorte peut être mise, ou plutôt trouvée, dans une classe aux côtés de n'importe quelle autre, d'autre chose de n'importe quelle sorte. Vous pouvez prendre l'opéra de Sydney, la racine carrée de 2, la ville de Berlin, le syllogisme en Barbara, vos dernières pensées le 6 juin 1988, ainsi qu'un nombre indéfini d'autres choses, en fait une infinité d'autres choses. C'est une classe parfaitement respectable. En outre, étant donné de telles classes de premier ordre, il y a des classes de classes, et ainsi de suite indéfiniment. Le résultat est que même si chaque type désigne une classe, la classe de ses occurrences, il n'y a pas de raison de penser qu'à chaque classe correspond un type. Le nominaliste des classes a donc tort de dire qu'être un type, être une espèce ou une sorte, ou avoir une propriété générale est la même chose qu'être membre d'une classe. Cela est nécessairement impliqué, donc c'est vrai que si vous êtes d'un type, vous êtes membre d'une classe, mais l'inverse n'est pas vrai. Mais le type est plus que cela. Être le membre d'une classe est nécessaire, mais n'est pas suffisant pour être d'un certain type. Si ceci est correct, alors nous pouvons formuler le problème des universaux de la façon suivante. Qu'est-ce qui distingue la classe des occurrences qui délimitent un type de la classe qui ne le fait pas? Okay. Donc, la manière dont Armstrong restreint ici le problème des universaux, et c'est ce qu'on va faire nous à l'avenir, maintenant, c'est de dire, on va faire comme si ceux qui rentrent dans ce jeu de savoir s'il y a des universaux ou pas sont d'accord sur le fait qu'il y a des différences dans la réalité entre les bonnes et les mauvaises manières de grouper les choses. D'accord. Et c'est là où on veut savoir si, pour rendre compte de cette différence-là, on a besoin de supposer des universaux. Donc il y a des bonnes classes et il y a des mauvaises classes. On va accepter ça maintenant. Il y a des bons groupements et les mauvais groupements, si vous voulez. Et on veut savoir qu'est-ce qui doit être le cas dans la réalité pour qu'on puisse tracer cette distinction entre les bons et les mauvais groupements. Ça, c'est le problème des universaux restreints maintenant. Donc c'est pour ça qu'Armstrong dit qu'on a 3 versions extrêmes de nominalisme. Et puis maintenant, on va restreindre ça à une version de nominalisme un petit peu moins extrême. Les nominalistes et les réalistes, dorénavant, vont accepter que c'est OK de mettre toutes les coccinelles ensemble dans une classe, mais on ne va pas mettre en plus Vladimir dans la classe des coccinelles. Ça ne va pas. Désolé, on n'a dit pas de Vladimir dans la classe des coccinelles. C'est pas comme Vladimir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque à Vladimir pour avoir le droit de rentrer dans cette classe. Okay. Alors qu'est-ce qu'elle a, cette classe, qui fait que Vladimir ne peut pas y entrer? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de mettre, qu'on veut expliquer maintenant. D'accord. Ça, c'est le problème des universaux, version difficile. Donc on n'a pas le droit de juste s'appuyer sur le langage, dorénavant. On n'a pas le droit de seulement s'appuyer sur les prédicats, ni sur les classes. On va faire appel aux classes, mais on va ajouter des contraintes pour sélectionner les bonnes classes des mauvaises classes. Alors, dernière citation d'Armstrong que je vous lis pour aujourd'hui. C'est vraiment pour vous amener à la version difficile du problème. Je ferai une hypothèse supplémentaire, bien que je pense qu'elle soit minimale. Je ferai l'hypothèse, avec quelques restrictions à préciser, que la distinction entre les bonnes et les mauvaises classes est une distinction objective. C'est une distinction qui est fondée sur une différence dans les choses elles-mêmes, et non pas, disons, dans quelque attitude différente que nous adoptons à l'égard des classes. Qu'une certaine classe d'occurrence délimite un type n'est pas quelque chose que nous déterminons. Qui sommes-nous pour déterminer la nature des choses? Ça, c'est Armstrong versus Kant. Dès lors, j'appellerai les bonnes classes les classes naturelles. Il est assez clair que le caractère naturel des classes admet différents degrés. Certaines classes sont plus naturelles que d'autres. Donc, dorénavant,
on fait l'hypothèse que parmi toutes les façons de grouper des choses, il y en a qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas bonnes. Celles qui sont bonnes, on les appelle des classes naturelles. D'accord ? Ça, c'est la grande idée. Grande idée. Hypothèse qu'on partage maintenant entre les réalistes et les nominalistes, et on essaye de voir comment on délimite les classes naturelles. Michel. Du coup, c'est quoi la différence entre des classes naturelles et des propriétés? Parce qu'elles vont se ressembler énormément, non? Oui, donc la question. Donc maintenant, on a les classes naturelles. C'est une très bonne question. La classe naturelle, des coccinelles, elle va inclure toutes les coccinelles. Le réaliste va dire moi je sais pourquoi c'est une classe naturelle. C'est parce que tous les individus dans cette classe partagent une même propriété d'être une coccinelle. Et le nominaliste va dire non, c'est pas pour ça. Tous les individus dans cette classe, ils partagent aucune propriété. En fait, par exemple, ils se ressemblent simplement. Okay. Donc, il va faire appel à la ressemblance pour délimiter les bonnes et mauvaises classes. Ça, c'est le principal outil qu'utilise le nominaliste. Donc, le nominaliste de la ressemblance, c'est celui qui va dire les bonnes classes, c'est celles qui sont constituées que d'individus, et la classe elle-même est un individu, vous vous souvenez dans l'ontologie des classes. Mais pourquoi est-ce que cette classe elle est bonne? Parce que les individus dans cette classe sont reliés par des relations de ressemblance, et puis là on va voir qu'il y a différentes solutions pour bien préciser ces relations de ressemblance. D'accord. Donc c'est pour ça que Vladimir ne peut pas rentrer chez les coccinelles, c'est parce qu'il ne leur ressemble pas. Okay. Donc non, pas de Vladimir parce qu'il ne ressemble pas. Par contre, si on demande au réaliste pourquoi Vladimir ne peut pas rentrer chez les coccinelles, ben, il va dire non, c'est parce que vous n'avez pas la propriété, Vladimir, d'être une coccinelle. Okay. Donc vous avez toujours la distinction bonne et mauvaise classe maintenant. Donc ça, c'est notre hypothèse commune aux réalistes et aux nominalistes, mais on n'explique pas la distinction de la même façon. D'accord ? Oui. Bien, alors vous verrez dans la littérature qu'on parle parfois de propriétés naturelles ou rares, et c'est les propriétés qui correspondent, si on est réaliste, aux bonnes classes, d'accord ? Et puis, certains font appel à des propriétés non naturelles ou abondantes. Et ça, c'est celles qui correspondent à n'importe quelle classe, y compris les mauvaises classes. D'accord ? Donc, vous avez un usage un peu lâche de propriété, où pour n'importe quelle classe, on admet qu'il y a une propriété. Ça, c'est une forme de réalisme extrêmement abondant. Ce n'est pas le réalisme qu'introduit, que défend Armstrong, et ce n'est pas celui qui va nous intéresser là, parce que nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial à ces classes-là, comme la classe des pangolins ou des coccinelles. Donc, on a des classes naturelles, et puis on a des classes non naturelles. Bien. Alors c'est bien que j'ai avancé là-dessus parce que je ne voulais pas y passer 15 ans sur ces formes un peu extrêmes de nominalisme, parce que dorénavant, ce qu'on va appeler le nominalisme modéré, qui va nous occuper un peu plus longuement, c'est le nominalisme qui admet cette distinction entre les bonnes et les mauvaises classes. D'accord ? Donc maintenant, on rapproche un peu le nominalisme du réalisme. On accepte. Qu'est-ce que c'est qu'un nominaliste dorénavant ? C'est quelqu'un qui, nominaliste modéré, c'est quelqu'un qui d'une part nie l'existence des universaux, mais d'autre part qui accepte qu'il y a des bonnes manières de grouper les choses et d'autres qui ne le sont pas. Donc le défi pour lui, c'est d'expliquer comment est-ce que ça c'est possible. Et on va voir qu'il y a 3 versions de ce nominalisme modéré, ce qu'on appelle le nominalisme des classes primitives, le nominalisme de la ressemblance qui va beaucoup nous occuper, et le nominalisme des tropes. Okay ? Puis après on passera à différentes versions de réalisme. Est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite jusque-là ? Parce que je suis passé assez vite sur les 3 premières formes de nominalisme parce qu'elles sont un peu trop extrêmes pour mettre le doigt exactement sur là où le débat a lieu. En tout cas, les principaux tenants du débat prennent parti. Mais est-ce que vous avez des questions sur ça ? Ça va ? Ouais. Alors, ouais, il est modéré parce que... Il est modéré parce qu'on met de la mousse à raser maintenant. Okay. Donc c'est pas juste se raser à sec, on est un petit peu, on accepte, on est un peu plus doux. Alors, donc, pour le nominalisme modéré, il n'y a pas des propriétés au sens strict. Là, j'ai mis pour le nominalisme modéré, avoir une propriété, c'est être membre d'une bonne classe ou d'une classe naturelle. Vous voyez qu'il y a, dans une façon de définir le nominalisme, certains nominalistes, comme un nominaliste contemporain important dont on reparlera, Gonzalo Rodriguez Pereira, lui dit, mais moi je veux bien parler de propriété, je ne pense pas qu'il y ait des propriétés, parce que je pense que les propriétés, elles se réduisent à l'appartenance à une classe. D'accord ? Donc il dit, je m'autorise à parler de propriété, mais à strictement parler, on peut analyser les propriétés en termes d'appartenance à une classe. Donc c'est pour ça que je peux parler de propriété. Donc vous avez 2 façons un peu de présenter le nominalisme. Vous avez ceux
qui disent « Ah non, moi je ne parle pas de propriété, je ne touche pas à ce truc-là », puis vous avez ceux qui disent « Moi, je suis OK pour parler de propriété, mais ce n'est pas grave, parce que c'est rien d'autre une propriété. Avoir une propriété n'est rien d'autre que d'être membre d'une certaine classe. » Donc c'est pour ça que vous entendez parfois des nominalistes parler de propriété. Mais vous voyez bien qu'ils ne prennent pas au sérieux les propriétés comme des entités inanalysables, ce que va faire le réaliste. Alors, la grande question qui va nous occuper la prochaine séance, c'est comment marquer pour un nominaliste la différence entre la bonne et les mauvaises classes. Évidemment, il y a une chose que le nominaliste ne peut pas faire d'emblée, c'est de dire « Vladimir, vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas la propriété qu'il faut ». On ne veut pas de ça, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'on veut faire rentrer Vladimir, on ne veut pas faire rentrer Vladimir. On parle de la classe des coccinelles, donc on ne veut pas de Vladimir dans la classe des coccinelles, mais on vous veut la prochaine fois, Vladimir. Mais on ne veut pas de Vladimir, non pas parce qu'il lui manque une propriété, mais pour une autre raison. Okay. Donc on n'aime pas ces classes bizarres. Bien. Alors je vous fais une petit tableau récapitulatif. On se pose la question, problème des universaux, est-ce qu'il existe des universaux? Est-ce que deux choses numériquement distinctes ont en commun, c'est de partager une propriété? Vous avez ceux qui disent oui, et vous avez ceux qui disent non. Ceux qui disent oui sont les réalistes, ceux qui disent non sont les nominalistes. Okay. Maintenant, on pose aux nominalistes la question suivante. Toi qui admets des classes, est-ce que tu fais une différence entre des classes naturelles qui existeraient indépendamment de leur représentation et puis des classes non naturelles? Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières de grouper des choses indépendamment de nos prédicats, de nos concepts? Là-dessus, vous avez ceux qui disent oui et vous avez ceux qui disent non. Ceux qui disent non, c'est les nominalistes extrêmes qu'on vient de rencontrer et qu'on laisse derrière nous maintenant. Et puis vous avez de l'autre côté les nominalistes modérés. Nominalistes extrêmes, on en a vu 3 types. Nominalistes des prédicats, conceptualistes, nominalistes des classes. Nominalistes modérés, on va aussi en voir 3 types. Nominalistes des classes naturelles primitives, nominalistes de la ressemblance et nominalisme des tropes. Okay. Bien. Et ce qu'on va faire la prochaine fois, je pense qu'on aura le temps, on va voir rapidement le nominalisme des classes naturelles primitives. En gros, qu'est-ce qu'il dit ce nominalisme? Il va juste nous dire qu'est-ce que c'est que la différence entre les bonnes et les mauvaises classes. Ben, c'est juste une différence primitive. Dès que vous voyez apparaître primitif, il ne faut pas poser plus de questions. Okay, c'est juste comme ça. Il y a des bonnes classes, il y en a des mauvaises. Ne me demandez pas pourquoi. Okay. C'est un nominalisme qui a été défendu, mais celui qui a fait couler le plus d'encre et qui est revenu aujourd'hui en force sous l'impulsion notamment de Gonzalo Rodriguez Pereira, c'est le nominalisme de la ressemblance. Et puis là, on étudiera différentes versions de ce nominalisme de la ressemblance la prochaine fois, avant de passer pour la séance suivante au nominalisme des tropes. Mais la prochaine fois, c'est pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, c'est la semaine de lecture. Donc, je vous mets, et je réponds enfin à votre demande, Loïc, je vous mets en ligne le livre d'Armstrong dans sa version anglaise. C'est un anglais limpide. Ça vous permet de faire la synthèse d'un grand nombre des questions qu'on a discutées jusqu'à maintenant sur l'identité, sur le problème des universaux. Ça vous donnera des outils que vous pourrez très facilement réutiliser ensuite. Moi, je crois pas avoir, je vérifie, mais je ne crois pas avoir de version numérique de la traduction française. Si jamais l'un d'entre vous en a une ou veut courageusement se sacrifier pour faire le PDF en français, il me l'envoie et puis je le mets sur le Moodle du cours. Très bien. N'oubliez pas que c'est une semaine de lecture, si on ne se revoit pas d'ici là. Ce n'est pas une semaine de vacances, donc lisez beaucoup de la métaphysique, de la littérature et tout un tas de choses. Bonne semaine de lecture et on se revoit dans 2 semaines.